Au IXe siècle, l'Irlande était une terre composée de centaines de royaumes fragmentés, chacun farouchement indépendant, chacun gouverné par d'anciennes lignées. Bien que 5 grands suzerainetés dominant les autres, exerçant leur pouvoir sur les domaines inférieurs, aucun souverain unique ne régnait sur l'île entière, et il y avait de nombreux rois à travers le pays. Ce manque d'unité laissait l'Irlande vulnérable, sa force fragmentée incapable de repousser les tempêtes qui se profilèrent à l'horizon. Mais une force nouvelle et redoutable arriva d'au-delà de la mer. L'ère viking avait débuté. Pendant 200 ans, l'Irlande allait être secouée par des vagues de raids et de guerres menées par les Nordiques. Ses monastères furent pillés, ses terres sacrées incendiées et sa paix brisée sous les bottes des guerriers du Nord. Les Vikings n'ont fait qu'empirer la situation en Irlande, et certains rois se sont unis pour s'opposer à la menace, tandis que d'autres se sont alliés aux envahisseurs dans l'espoir de dominer les autres royaumes. Parmi ces envahisseurs, un nom résonnerait à travers les annales de l'histoire irlandaise, Olaf le Blanc. Salué dans la légende comme un descendant des dieux, Olaf n'était pas un chef de guerre ordinaire. Il allait s'élever pour devenir le premier roi de Dublin, établissant une forteresse nordique sur le sol irlandais. Cela allait façonner le destin de l'île pour des générations et faire de Dublin l'un des comptoirs commerciaux les plus importants de la Grande-Bretagne, connu des Irlandais sous le nom d'Amlaíb Conan et comme le roi des étrangers. Son nom était prononcé avec crainte et effroi dans chaque royaume fragmenté d'Irlande, mais pour les besoins de cette vidéo, je l'appellerai Olaf. La saga des habitants de l'Est le nomme le plus grand à avoir jamais traversé la mer vers l'Ouest, reflétant ainsi sa grandeur. Voici son histoire. La saga Landnámabók est une œuvre médiévale islandaise qui décrit l'héritage d'Olaf. Il est écrit « Il y avait un roi guerrier appelé Olaf le Blanc, fils du roi Ingjald, fils de Helgi, fils d'Olaf, fils de Gudrod, fils de Halfdan Pietsblanc, roi des Upplandes. » Les Upplandes désignaient autrefois les terres agricoles et forestières au nord d'Oslo, en Norvège. L'ancienne maison à laquelle appartenait Olaf était la maison des Yngling, une dynastie de rois d'abord en Suède puis plus tard en Norvège. La dynastie prétendait descendre du dieu Freyr, associé à la royauté, à la fertilité, à la paix, à la prospérité, au beau temps et aux bonnes récoltes. Pendant l'époque des Vikings, de nombreux souverains revendiquaient la légitimité de leur règne grâce à leurs ancêtres divins, car on pensait qu'ils étaient dotés de pouvoirs divins, comme la chance à la guerre et de bonnes saisons durant leur règne. La saga des habitants de Léard, écrite au XIIIe ou XIVe siècle en Islande, décrit Olaf comme le fils d'Ingjald, lui-même fils de Helgi, mais la mère d'Ingjald était Thora. Thora était la fille de Sigurd, œil de serpent, qui lui-même était le fils de Ragnar Lodbrok. Cette source ultérieure cherche sans doute à glorifier Olaf en le présentant comme un descendant du héros Ragnar Lodbrok, mais Olaf et Ragnar auraient-on vécu à peu près à la même époque, au IXe siècle. De plus, Olaf est décrit comme le frère d'Aimar que les historiens ont identifié à Ivar le Désossé, le fils de Ragnar. Par conséquent, il est très improbable qu'Olaf soit un lointain descendant de Ragnar. De plus, les annales irlandaises rapportent que le père d'Olaf s'appelait Godfred, le roi de Lochlin. Godfred a joué un rôle déterminant dans la montée de l'influence nordique en Écosse et fut l'un des premiers souverains des îles, une domination qui exerçait son pouvoir sur la mer d'Irlande et ses régions environnantes au Moyen Âge. Bien que beaucoup de choses concernant Godfred restent entourées de mystères, y compris ses origines et la nature exacte de son royaume, le terme gaélique Lochlin, signifiant la terre des fjords, était historiquement utilisé pour désigner la Norvège. Cela suggère que Godfred régnait probablement sur un royaume norvégien. Les origines de la lignée d'Olaf sont légendaires et sa véritable ascendance restera probablement inconnue.
Selon toutes les sagas et sources, ses ancêtres étaient vus comme des rois légendaires et des dieux dont Olaf descendrait comme illustre héritier. Les souverains et princes de Norvège auraient grandi dans l'ombre des anciens dieux, baignés dans les rites et rituels ancestraux des As. Dès leur plus jeune âge, ils auraient appris les coutumes sacrées, y compris l'offrande de sacrifices sanglants pour apaiser le divin. Parallèlement à cette éducation spirituelle, ils étaient formés aux arts de la guerre, maîtrisant la lance, la hache et l'épée. Ils apprenaient aussi les secrets du drakkar nordique, une merveille de leur époque qui leur conférait un avantage redoutable en mer. Ainsi naquit la tradition redoutée de partir en expédition viking. Cette éducation aurait donné à Olaf tout ce dont il avait besoin pour s'élever plus tard au rang de personnage éminent. Rien n'est connu de l'enfance d'Olaf, mais ses actions ultérieures ont été attestées. La première mention d'Olaf figure dans les Annales d'Ulster, également connues sous le nom d'Annales de l'Irlande médiévale. Décrivait son arrivée en l'an 853. Il est écrit « Olaf, fils du roi de Luklan, est venu en Irlande, et les étrangers d'Irlande se sont soumis à lui, et il a prélevé un tribut sur les Irlandais. » Le Landhammerbok indique qu'Olaf faisait partie en expédition viking dans les îles britanniques, a conquis Dublin en Irlande et la région environnante, et s'était fait des rois de ce territoire. Les Annales d'Irlande rapportent également l'arrivée d'Olaf. La 6e année du règne de Moll Shagnal, Olaf le Blanc, fils du roi de Luglen, arriva en Irlande et il apporta avec lui une proclamation de nombreux tributs et taxes de la part de son père, puis il repartit soudainement. Puis son jeune frère Aemar vint après lui pour lever le même tribut. Tant le Landhammerbok que les annales irlandaises racontent qu'Olaf est venu en Irlande en tant que chef de guerre, menant bataille contre son peuple. Par la conquête et des batailles oubliées par le temps, il s'est imposé comme le premier roi de Dublin, affirmant sa domination sur les colons nordiques déjà présents. Sous son règne, il imposa son autorité sur tout le territoire, prélevant impôts et richesses chez les Irlandais et les Vikings. En plus de percevoir des tributs, Dublin avait à cette époque été établi comme un long port, un terme utilisé en Irlande pour décrire une enceinte de navires vikings ou un camp fortifié au bord de la rivière. Bien défendus et abrités, ces sites offraient un accès rapide à la mer et se sont révélés inestimables lors des raids nordiques en Irlande, dont beaucoup visaient la richesse des églises et monastères côtiers. Le Long-Port n'était pas seulement une forteresse militaire, mais aussi un centre d'activité économique. Les preuves archéologiques révèlent un réseau commercial dynamique, avec des importations et des exportations comprenant des textiles, des peaux d'animaux et de l'ambre. Avec le temps, Dublin est devenu le plus grand marché aux esclaves d'Europe occidentale, consolidant ainsi son rôle de centre économique dans le monde viking. Ainsi, sous le règne d'Olaf le Blanc, Dublin est apparu comme le premier royaume norrois en Irlande. En tant que roi fondateur, Olaf présidait à un royaume en pleine expansion, tant sur le plan commercial que sur celui du pouvoir. Au moment où Olaf le Blanc posa le pied sur le sol irlandais, l'île était sous l'ombre de Moll Shacknell Ier, qui avait été proclamé au roi d'Irlande. Bien qu'il n'ait jamais été un royaume unifié au sens moderne, le titre portait un poids symbolique immense. Olaf, un chef de guerre norrois ambitieux et rusé, avait peut-être quitté l'Irlande pendant un temps, mais en l'an 857, il était revenu, et pas seul. À ses côtés se tenait son redoutable frère Aemar. Ensemble, ils défièrent le haut roi d'Irlande, le suzerain des puissants Aenel du Sud, une lignée dynastique se réclamant descendante de Níl aux 9 otages, le roi semi-légendaire de Tara, qui aurait régné vers le début du 5e siècle. À cette époque, Olaf régnait depuis Dublin, un bastion viking dont l'emplacement stratégique le plaçait dangereusement près du domaine de Moll Shacknell. Sans surprise, le conflit éclata bientôt. Les annales d'Ulster notent qu'en l'an 856, il y eut de grandes guerres entre les païens et Moll Shacknell.
Le champ de bataille était le Munster, un royaume du sud que le haut roi cherchait à dominer. Les Norvégiens ont profité des premières victoires. Olaf et Eimar ont vaincu Ketil le Blond, un chef norvégien irlandais, et ont écrasé ses forces dans le Munster. En l'an 858, leurs alliances s'étaient renforcées. Eimar a uni ses forces à celles de Serbil, le roi d'Ossory, un petit royaume mais stratégiquement vital dans le sud-est. Bien que Serbal ait autrefois combattu les Norvégiens, il se tenait désormais à leur côté pour s'opposer à la puissance croissante du haut roi. Unis, ils ont mis en déroute une armée norvégienne irlandaise alliée au haut roi. En l'an 859, Olaf, Eimar et Serbal allèrent plus loin, pillant le royaume de Math lui-même, qui était le siège ancestral de Moll Chapnel. En réponse, le haut roi convoqua un conseil royal. L'issue fut déterminante. Serbol, cherchant à rétablir la paix parmi les Irlandais, rompit avec les Vikings et jura de nouveau fidélité au haut roi. Avec la perte de Serbol, Olaf et Eimar se tournèrent vers le nord, forgeant une nouvelle alliance avec Ed Finlay, suzerain des Aenel du Nord et rival acharné du haut roi. Selon les annales fragmentaires, Olaf scella le pacte en épousant la fille d'Eid Finlay. Au cours des années qui suivirent, le lien entre les Aenel du Nord et les Vikings de Dublin se renforça. Avec les Aenel du Sud comme ennemis communs et Dublin si proche de leurs terres, les Norrois devinrent des alliés naturels, bien que méfiants, de leurs homologues du Nord. Dans ce réseau complexe d'alliances et de trahisons, la royauté en Irlande restait autant un jeu de loyauté changeante qu'un affrontement d'épées. En l'an 862, Moll Chapnel, le suzerain des Aenel du Sud, s'éteignit. À sa mort, le royaume de Meath fut divisé entre deux souverains de moindre importance, Lorcan mac Cail et conquérant mac Donkeda. Cette fragmentation offrit une occasion rare, et Olaf et Eimar, toujours à l'affût d'un avantage, agirent rapidement pour étendre leur domination sur le cœur affaibli de l'Irlande. Selon les annales, Olaf frappa avec une précision impitoyable. Il noya le roi conquérant Mac Donkeda à l'abbaye de Clonard, illustrant l'ambition nordique et profanant la sainteté irlandaise. Alors qu'Olaf tuait de nombreux rois irlandais, un changement de stratégie se produisit. Vers le milieu des années 860, Olaf et Eimar se tournèrent vers la Bretagne, de l'autre côté de la mer. Leurs campagnes en Irlande furent interrompues, et en l'an 864, Eimar disparut complètement des chroniques irlandaises. Pendant 6 ans, il est absent des archives, ce qui pousse de nombreux historiens à croire qu'il était en réalité le redoutable Ivar le Désossé, le commandant de la grande armée païenne qui ravagea l'Angleterre anglo-saxonne à cette époque. Avec la disparition de leurs ennemis les plus redoutables, les rois irlandais autochtones saisirent l'occasion pour riposter. À travers le pays, les longs ports vikings, autrefois bastions de la puissance nordique, furent attaqués et rasés. Les hommes laissés derrière par Olaf et Eimar furent vaincus au combat, notamment par les guerriers sortant du Leinster. Même un fort à Dublin, symbole du règne d'Olaf, fut détruit. En l'an 867, Olaf revint à Dublin, probablement attiré par la nouvelle de ses défaites, mais ses ennuis étaient loin d'être terminés. L'année suivante, son propre fils Carlus tomba au combat, tué alors qu'il affrontait les forces du roi Ed Finlay, autrefois allié d'Olaf, désormais son rival acharné. Ce fut un coup dur et une victoire retentissante pour le nord-irlandais Aenel, une victoire qui résonna à travers les chroniques irlandaises. Fou de rage, Olaf chercha à se venger. Il mena un raid sur Armagh, le cœur spirituel du Nord Aenel et l'un des sites monastiques les plus vénérés d'Irlande. C'était une attaque non seulement violente, mais aussi symbolique, un message de défi gravé dans le sang. En 870, la situation avait encore changé. Les querelles internes des rois du Leinster ont affaibli leur détermination, permettant aux Norvégiens de regagner en force.
Avec l'équilibre des pouvoirs basculant en sa faveur, Olaf tourna de nouveau son regard vers la mer, prêt à reprendre ses raids sur les côtes de la Bretagne. Ayant semé le chaos en Angleterre, Aemar alias Ivar le Désossé se tourna ensuite vers le nord. Ses campagnes avaient déjà laissé de profondes cicatrices. Il avait capturé York en l'an 866, tué le roi Heller de Northumbrie par le rituel macabre de l'aigle de sang, et s'était moqué du martyre du roi Edmond d'Est-Anglie. Maintenant, avec la moitié de l'Angleterre sous sa domination, ses ambitions se réveillaient de nouveau. Olaf le Blanc, le roi de Dublin, et son frère d'armes regardaient aussi vers le nord. Leurs yeux se posèrent sur le royaume de Strathclyde, une terre riche à la fois en butin et en promesses. Au cœur de ce royaume se dressait la forteresse de Dumbarton Rock, également connue sous le nom d'Alt-Clut, l'antique siège d'un fier royaume britannique. Stratégiquement perchée à la confluence des rivières Clyde et Leven, la citadelle contrôlait les voies navigables menant au bas parterre central de l'Écosse. Sa situation à elle seule en faisait un joyau digne d'être convoité. C'était aussi le dernier des royaumes britanniques en dehors du pays de Galles. Pour les Nordiques, c'était à la fois une menace et un prix à gagner. Pendant une grande partie du IXe siècle, ce royaume avait été épargné par toute la fureur de la tempête viking qui avait déferlé sur l'Irlande, l'Angleterre et les côtes écossaises. Mais vers l'an 870, ce sanctuaire prit fin. Aemar et Olaf unirent en leurs forces la puissance des bandes de guerre de Dublin avec les vétérans aguerris des campagnes anglaises, et ils mirent les voiles vers Dumbarton. Quand un assaut direct échoua à prendre la forteresse, ils assiégèrent le grand rocher. Pendant 4 longs mois, ils martelèrent ses murs et bloquèrent dans ses rivages. C'était un exploit presque inédit dans la guerre viking, reflet à la fois de la force des défenses de Dumbarton et de la détermination des hommes du Nord. À l'intérieur de la forteresse, les défenseurs tenaient bon, mais l'approvisionnement en eau s'est tari. Assoiffée et encerclée, la fière garnison n'eut d'autre choix que de se rendre. Selon les chroniques galloises, le sommet du rocher de Dumbarton aurait pu être détruit lors des dernières étapes du siège. Lorsque les portes tombèrent, enfin, les Vikings envahirent la forteresse, pillant ses trésors et capturant des prisonniers. Les annales d'Ulster rapportent qu'une flotte de 200 navires ramena les prisonniers à Dublin. Parmi eux se trouvaient des Bretons de Dumbarton, mais aussi des Pictes, des Scots et des Northumbriens, souvenirs de raids précédents. Bien que leur sort final ne soit pas consigné, il est probable qu'ils aient été vendus comme esclaves à Dublin, qui était alors l'un des plus grands marchés d'esclaves d'Europe. La chute de Dumbarton a mis fin à la domination d'Alt-Clut. Son siège royal et religieux a été déplacé en amont du fleuve, tandis que le rocher de Dumbarton lui-même a peut-être servi un temps de bastion norrois. Dans le nord, le nom d'Olaf le Blanc serait longtemps retenu, non seulement comme conquérant de Dublin ou roi parmi les Norrois, mais aussi comme l'homme qui fit tomber l'un des derniers grands bastions britanniques. Olaf le Blanc retourna à Dublin en l'an 871 et à partir de là, les annales contemporaines restent silencieuses sur son sort. Mais les annales fragmentaires d'Irlande offrent un dernier aperçu. Cette même année, Olaf repartit vers Lughlin, la patrie des Norvégiens, pour aider son père, le roi Gofrid, en temps de guerre, ce qui laisse entendre qu'Olaf est peut-être retourné dans sa terre ancestrale de Norvège pour mener d'autres guerres. Ce qu'il est devenu demeure entouré de légendes et de souvenirs contradictoires. Selon la chronique picte, Olaf trouva la mort vers l'an 874, au cours d'une campagne acharnée contre le roi Constantin Ier d'Écosse. Il est écrit « Olaf et son armée ravagèrent la Pictavie, et il y demeura du 1er janvier jusqu'à la fête de la Saint-Patrick. » De nouveau, la 3e année, alors qu'il percevait le tribut, Olaf fut tué par Constantin. Pourtant, le Landnámabók islandais raconte une histoire différente. Là-bas, il est dit qu'Olaf est mort sur le sol irlandais, tombant au combat.
Le Landnámabók rapporte également que Olaf a épousé Aedr la Sage, la fille de Ketil Népla, le roi norvégien des îles. Olaf et sa femme eurent un fils nommé Thorstein le Rouge, qui deviendrait à son tour un redoutable chef de guerre, lançant ses propres campagnes pour conquérir l'Écosse dans les années 870. Cependant, l'héritage d'Olaf était déjà scellé. Il fut le premier roi norrois de Dublin, le fondateur d'un royaume qui deviendrait le plus durable des royaumes vikings en Irlande. Sous son règne, Dublin a prospéré non seulement comme bastion de guerriers, mais aussi comme centre de commerce et de richesse, une porte d'entrée entre l'Irlande et le vaste monde viking. Il était plus qu'un roi. Pour les Norrois, il descendait des dieux. C'était un tueur de rois, un briseur de forteresses et l'homme qui prit l'imprenable rocher de Dumbarton, et son nom résonnait aussi bien dans les sagas que dans les annales. Après la mort d'Olaf, son frère Aimar prit la royauté de Dublin, et c'est Aimar qui allait fonder l'une des plus puissantes dynasties norroises gaéliques, qui régna sur les mers et les côtes de la mer d'Irlande. De Dublin à York, le roi norrois étendrait son influence. Mais rien de tout cela, aucune des conquêtes, aucun héritage n'aurait été possible sans Olaf le Blanc. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous apprécie tous énormément. Merci spécial à John Seitz. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, aimez, abonnez-vous, partagez et retrouvez-moi la semaine prochaine pour un nouvel épisode de History Profiles.